La loi Allègre qui a permis justement aux chercheurs de bénéficier d'un dispositif qui leur permettait d'aller passer une partie de leur temps dans les startups pour aller exploiter leurs recherches. Ce qui fait aujourd'hui notre ADN, c'est-à-dire une forte présence régionale avec des équipes locales qui font vraiment partie de leur écosystème. Sachant qu'aujourd'hui, il y a à peu près 2 modèles de sociétés de gestion. Il y a vraiment les pure players qui vont se focaliser sur un stade d'investissement, sur une thématique. Et puis, il y a des fonds qui sont aujourd'hui sous forme de plateforme. Les autres acteurs qui se sont créés à peu près au même moment, on va retrouver des Laïa, des Alven, des Xange. Au début, on se disait, bon, voilà, c'est du seed, on lance des graines, ça va pousser. Et puis, il y a bien quelqu'un qui viendra ramasser la première plante et puis qui aidera à l'alimenter et à l'arroser. En réalité, on s'est rendu compte que non. On s'est rendu compte que tant que le produit n'était pas véritablement sur le marché et qu'il ne créait pas du chiffre d'affaires, on se retrouvait un peu sec. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Florence. Merci d'avoir accepté cette invitation. Merci à toi de m'avoir invité, c'est un plaisir et un honneur. Ouais, écoute, on travaille depuis un petit moment ensemble. Oui. On est partenaires depuis longtemps. J'avais envie de t'inviter parce que tu es un des investisseurs un peu historiques de la Deep Tech. Vous avez été parmi les premiers. Aujourd'hui, j'ai envie qu'on comprenne déjà ton parcours. Qu'est-ce qui a fait que tu es allé assez tôt finalement chercher cet écosystème de la recherche, des technologies de rupture. Qu'est-ce que ça a impliqué et que tu nous donnes aussi ton point de vue sur les enjeux assez majeurs sur cet écosystème, que ce soit en termes de recherche de fonds, de compétences, de financement public, notamment dans un contexte un petit peu chahuté en ce moment. Voilà, donc on va aborder tout ça ensemble. Super. Voilà, et ma première question, qui est assez simple, je pense que ça va aller, c'est est-ce que tu peux nous raconter ton parcours, comment tu es arrivé finalement à devenir investisseur dans la Deep Tech? Qu'est-ce qui a motivé finalement ce parcours de vie professionnelle? C'est un peu une succession de hasards, comme souvent dans la vie. Moi, au départ, j'ai une formation qui n'est pas du tout dans la Deep Tech. J'ai une formation de juridique. Donc, j'ai fait mes études à Bordeaux, et puis après, j'ai fini à Paris. Et puis, de là, s'est posée évidemment la question de mon orientation professionnelle, qui a été totalement biaisée par le fait que j'étais né dans une famille d'entrepreneurs et qu'à l'époque, on commençait à parler de nouvelles technologies. Et ces nouvelles technologies, à l'époque, ça s'appelait le Minitel, ça s'appelait la télématique. C'était assez magique, mais c'est vrai que on sortait du papier où on allait chercher le nom de celui à qui on voulait téléphoner dans un annuaire. Et puis d'un seul coup, on avait une petite boîte à la maison, gratos, qui permettait d'accéder à la technologie, à l'information, à la communication. Et on ne se rend pas bien compte aujourd'hui, mais c'est vrai que c'était quelque chose qui a véritablement apporté une rupture technologique dans les foyers, clairement. Et de là, on avait une entreprise familiale qui avait développé plusieurs activités autour de la thématique et notamment autour de la recherche documentaire, à savoir comment aller rechercher dans les journaux les anciens articles. Et ça... c'était l'ancêtre de Google. C'était un peu un ancêtre de Google. Et c'était surtout se dire, mais finalement, ça a de la valeur, quoi. L'information, restituer l'information, ça a énormément de valeur. À l'époque, on achetait le journal, le soir, on le jetait à la poubelle et c'était fini, quoi. Alors, il y avait quelques boîtes qui faisaient des revues de presse, qui découpaient des morceaux d'articles, etc. Et puis, petit à petit, on s'est dit, pourquoi pas finalement scanner ces articles. Alors, scanner, c'était quand même assez exceptionnel. Et les conserver, et puis faire une recherche sur des mots-clés, et puis vendre ça à des entreprises pour avoir une revue de presse personnalisée tous les jours. Bon, ça a bien marché. On a lancé ça avec quelques journaux qui étaient au départ un peu réticents.
et puis qui ne comprenaient pas bien finalement la valeur de leur fonds documentaire. Et encore aujourd'hui, quand on entend les grands combats entre les éditeurs de presse et puis les sites comme Google, on voit bien que cette valeur-là, aujourd'hui, elle est bien captée, Elle est très bien comprise. importante, tout à fait. Voilà. Et c'était pas le cas à l'époque. Donc, du coup, c'est là qu'est née un peu cette nouvelle économie autour de l'information et autour de la communication. Et cette dimension-là, cette nouvelle dimension, elle a pris un essor fou au début des années 2000, quand est arrivé ce qu'on a appelé la nouvelle économie, les startups, les fonds d'investissement, etc. Donc moi, à cette époque, j'ai rencontré quelqu'un d'exceptionnel qui s'appelait Eric Harley et qui avait monté un fonds d'investissement qui s'appelait eSource et qui avait été sponsorisé par INRIA et par ce qui n'était pas encore BPI France, mais CDC Entreprises. Et il y avait AXA aussi, avec Dominique Sénéquier. Et l'idée, c'était comment financer des startups qui se créent à la sortie des laboratoires. Et ça, c'était dans les années 2000. Là, on est dans le début des années 2000. Et en fait, dans la foulée des lois Allègre, Claude Allègre, le ministre de la Recherche à l'époque, qui a fait passer une loi qui a permis aux entrepreneurs aux chercheurs d'aller exploiter dans le privé les résultats de leurs découvertes faites dans le public. Ça aussi, c'était une révolution intellectuelle. C'est une révolution et je pense qu'on a oublié que c'est si vieux. C'est si vieux et surtout, on a oublié qu'à l'époque, un chercheur qui faisait ça avant cette loi, c'était pénalement répréhensible. Finalement, il n'avait pas le droit d'aller dans le privé exploiter les résultats de la recherche publique. Donc, on part de loin. On part de loin. On part de loin. Et donc, dans la foule, donc il y a eu la loi Allègre qui a permis justement aux chercheurs de bénéficier d'un dispositif qui leur permettait d'aller passer une partie de leur temps dans les startups pour aller exploiter leur recherche. Il y a eu les incubateurs Allègre aussi. Enfin, voilà, c'est à partir de cette dynamique que s'est créé eSource. eSource avec un premier fonds qui faisait 15 millions d'euros. À l'époque, je crois même qu'on parlait encore, on disait 100 millions de francs. 15 millions d'euros, ce qui paraissait énormément d'argent, pour aller financer ces chercheurs qui sortaient, alors au début de INRIA, et puis après on a étendu à l'ENS et à d'autres instituts de recherche. Et on a monté comme ça, derrière, une deuxième génération de fonds, où là on était plutôt autour de 100 millions d'euros cette fois-ci. Et encore une troisième génération de fonds. Donc là, on arrive dans les années 2010-2012. Et malheureusement, Eric disparaît prématurément. Et je prends sa suite à la tête d'eSource avec une feuille de route qui était fixée par les actionnaires à l'époque, qui était de dire, finalement, il y a eu pas mal de petites sociétés de gestion qui s'étaient montées pendant 10 ans, avec des équipes extrêmement compétentes sur des niches d'investissement, mais qui finalement avaient du mal à lever des gros fonds. Alors, et c'est à partir de là qu'on a commencé à se dire, mais finalement, quand on fait de l'amorçage, est-ce qu'on ne doit pas aller plus loin que simplement amorcer les entreprises, mais après, derrière, les élever et leur permettre de passer les caps suivants pour que derrière, il y ait un relais par des fonds qui soient plus gros. Et donc, c'est là qu'on a décidé de s'adosser à une autre structure qui s'appelait Sofimac. Et Sofimac, elle, c'était une structure qui était née à Clermont-Ferrand avec une volonté d'investir dans les régions, donc qui s'était étendue aussi vers Lyon, un peu vers Bordeaux, et puis donc avec le rachat d'eSource, une extension sur l'innovation et à Paris. Et de là, finalement, a commencé un peu à naître ce qui est devenu, ce qui fait aujourd'hui notre ADN, c'est-à-dire une forte présence régionale avec des équipes locales qui font vraiment partie de leur écosystème. Et puis en 2020,
Autre évolution, là on s'est dit, finalement, autant s'adosser à une structure qui va permettre d'avoir une plateforme de capital investissement, sachant qu'aujourd'hui, il y a à peu près 2 modèles de sociétés de gestion. Il y a vraiment les pure players qui vont se focaliser sur un stade d'investissement, sur une thématique. Et puis, il y a des fonds qui sont aujourd'hui sous forme de plateforme. On va retrouver des Euraseo, des AXA, et puis UI Investissement, qui, elle, c'est une structure qui s'était créée dans les années 60 au sein du Crédit Agricole pour faire du capital développement, c'est-à-dire financer des PME nationales ou implantées régionalement. Et puis, cette UI Investissement a souhaité s'étendre encore territorialement, d'une part, donc sur la partie sud de la France, et puis plutôt sur le secteur de l'innovation. Et c'est là que l'apport de Sofimac a permis de développer cette pratique aujourd'hui chez UI Investissement. Et alors, quand tu étais à la tête d'e-Source, donc c'était il y a quelques années, oui. On va pas dire combien, quels étaient... il y avait d'autres acteurs qui faisaient ça, c'est-à-dire investir dans l'amorçage de projets qui sortaient des labos. Et surtout, c'était quoi les types d'entreprises finalement à l'époque, parce qu'aujourd'hui, on parle de deep tech, l'écosystème il est quand même très identifié, mais à l'époque, c'était quoi les types d'entreprises qui sont sorties de terre avec e-Source et que vous avez dû ensuite soit aller porter le cran d'après ou qui se sont complètement écrasées parce que finalement, on était quand même un peu moins habitué à ces modèles, c'était encore nouveau, etc. Alors, déjà, pour répondre à la première question, les autres acteurs qui se sont créés à peu près au même moment, on va retrouver des Laïa, des Alven, des Xange, qui étaient un peu comme nous, des petites structures qui avaient chacun une particularité liée aux compétences des équipes, simplement. Et à l'époque, on faisait pas mal de co-investissements ensemble parce qu'on arrivait avec des moyens finalement relativement faibles, individuellement, et c'est là que s'est créé vraiment l'écosystème du venture, à se dire finalement autant y aller à plusieurs dès le départ avec des moyens plus importants, comme ça donne du renoué plus long aux entreprises et ça retarde le moment où on est obligé d'aller chercher la série A ou les séries suivantes. Il faut avoir en tête quand même que 2010, on voit les fonds qui se montent, les fonds d'amorçage qui se montent, mais c'est long. On se rend compte que finalement, il y a pas mal d'échecs. Ce sont des échecs qui sont principalement liés à l'accès au marché. Il y a quelques échecs technologiques. Nous, on n'en a pas connu tant que ça, parce que le fond technologique est très bon, mais les principaux échecs qu'on a eus, c'est des échecs d'accès au marché, finalement. On a une technologie qui ne parvient pas à pénétrer son marché, et l'entreprise meurt naturellement faute de chiffre d'affaires et faute de refinancement. Et ce manque de refinancement, on l'a fortement ressenti autour de 2010, 2015. Bon, après, on est dans un monde économique, donc il y a quand même un environnement qui fait que on est très sujet aussi à la disponibilité des fonds. Donc on est post-2008, on est après la crise des subprimes, donc tout le monde referme un peu les volets. Et on est aussi dans les nouvelles règles prudentielles des banques, BAL 1, BAL 2, BAL 3, qui imposent finalement d'avoir des fonds propres conséquents en phase de l'investissement dans le private equity. Et d'un seul coup, on a des effets ciseaux terribles, où il n'y a absolument plus aucun financement de fonds d'amorçage.
D'où, à l'époque, la création du Fonds national d'amorçage par BPI France, qui venait d'être créé, et une vraie initiative qui a permis de relancer ces fonds d'amorçage. Et cette fois-ci, en se disant, la problématique du fonds d'amorçage, c'est qu'au début, on se disait, bon, voilà, c'est du seed, on lance des graines, ça va pousser, et puis il y a bien quelqu'un qui viendra ramasser la première plante et puis qui aidera à l'alimenter et à l'arroser. Ben, en réalité, on s'est rendu compte que non. On s'est rendu compte que tant que le produit n'était pas véritablement sur le marché et qu'il ne créait pas du chiffre d'affaires, ben, on se retrouvait un peu sec. Et nous... Ce qui a été beaucoup le cas, en plus, ce qui a été beaucoup le cas, parce que l'idée, c'était de dire, bon, ben, on sème, on met des tickets à 100 000, 150 000, 200 000 euros, et puis derrière, on trouvera bien quelqu'un pour refinancer. Mais en fait, non, il n'y avait pas ce quelqu'un. Voilà. Donc, on a un peu changé de mindset et on s'est dit, bon, bah, maintenant, quand on va monter des fonds, on va monter des fonds plus gros. Donc, c'est là qu'on est passé de 15 millions d'euros à 40 millions d'euros en disant, bah, on va avoir un portefeuille plus réduit. Mais ce portefeuille-là, on va le chouchouter, on va le dorloter et puis on va essayer de l'amener le plus loin possible pour avoir des fonds qui vont véritablement prendre le relais quand ils auront compris que la partie techno est dérisquée. Donc nous, on a deux sujets, en fait. Nous, on a le sujet de financer de la tech, mais derrière, il faut qu'on amène un produit dérisqué, qui soit dérisqué, et pour que les fonds d'après, qui n'ont pas forcément la connaissance de ce qu'est la technologie, se disent simplement, bah, voilà, là, on a un produit, et ce produit, on le prend et on le met sur le marché. Voilà. Après, derrière... que le produit fonctionne en faisant ceci, en faisant cela, que ça sorte de telle université, qu'il y ait une technologie de dingue derrière et tout ça. Bon, c'est pas leur sujet. C'est pas leur sujet. Et leur justement, sujet, c'est comment on fait de l'argent. Quoi, et justement, toi, tu parles de technologie, mais si en fait vous êtes sur de la technologie quand même de rupture, c'est-à-dire vraiment de la deep tech, on n'est pas sur les modèles économiques très connus aujourd'hui du digital, de la marketplace. Où je dirais que les métriques et les projections de scalabilité, elles sont aujourd'hui connues. Ce n'était pas le cas il y a 20 ans, mais aujourd'hui, elles sont connues. Donc, investir dans ces technologies, ça reste quand même un exercice d'équilibre un peu différent. Vous, ça fait longtemps que vous le faites. Là, on voit que des fonds qui étaient généralistes, voire très digitaux, commencent à s'intéresser de manière assez spécifique à ces écosystèmes, tout en étant quand même encore un peu prudent en le regardant. Vous avez capitalisé de l'expérience, des erreurs, des échecs. Qu'est-ce qui fait, en fait, votre singularité aussi dans ce fonds d'investissement par rapport aux autres, que ce soit dans la structure même du fonds, qui sont... finalement, d'où vient l'argent qu'il y a derrière, parce que c'est quand même intéressant chez vous. Et comment, justement, vous les chouchoutez, ce portefeuille, avec cette spécificité d'un marché qui est un peu plus loin à atteindre, d'enjeux d'expérimentation un peu plus longue aussi, différente. C'est quoi votre singularité, vous ? Et le fruit de votre expérience, en fait. Oui, alors, ce qu'on s'est dit... C'était en 2018-2019. Donc, on avait cette expérience de plusieurs générations de fonds. Il y a eu des échecs, il y a eu des succès. Il y a eu des sociétés qui ont très, très bien marché. Et on s'est dit, finalement, quelle est l'expérience ? Quels sont les enseignements qu'on peut tirer ? Donc, il y a le premier enseignement, c'est avoir des fonds un peu plus gros. Le deuxième enseignement, c'est de se dire... c'est véritablement l'équipe qui fait tout. Et l'équipe fait tout à partir du moment où on a une technologie qui est vraiment puissante. Voilà. Et derrière, il faut un gros coup de boost pour emmener l'entreprise sur le marché. Et c'est là qu'il y avait le gap, quoi, en fait, finalement, avec le double syndrome, finalement, du chercheur devenu entrepreneur, mais qui reste un peu chercheur et qui se dit...
mon produit, ma boîte, elle n'est pas totalement bien carrée, elle n'est pas bien faite, etc. Donc je la sors pas, je la montre à personne. Et puis quand ça sera bien lisse et que mes coins seront bien à 90 degrés, à ce moment-là, boum, je l'amènerai sur le marché. Et puis finalement, le jour où il l'amène sur le marché, il s'aperçoit qu'il y a plein de boîtes qui sont sur le marché, plein de concurrents qui se sont lancés. Alors effectivement, c'est pas aussi beau, c'est pas aussi lisse, c'est pas aussi carré que ce que peut faire un scientifique français, mais eux, ils vendent, quoi. Voilà. Ça, c'est le premier syndrome. Et le deuxième syndrome, finalement, c'est l'industriel qui dit c'est pas inventé chez moi, hein, donc je regarde pas, quoi, et je parle pas aux startups. Pourquoi l'industriel, il se dit ça? L'industriel, à l'époque, il se dit ça parce que il y a toujours ce sentiment de se dire attends, moi, ça va pas, quoi. Je suis une entreprise du CAC 40, j'ai 400 chercheurs chez moi, je devrais être dépense capable des de le faire. millions en R&D, j'ai développé toute une infrastructure, etc. Là, on m'amène un produit, mais en 3 mois, je le refais, quoi. Voilà. Il n'y a pas de problème, quoi. Donc, montrez-moi le truc, et puis voilà, je vais le copier, quoi. Et on a eu quand même pas mal de tentatives de ce type-là. Et puis, avec des gens qui, au bout d'un moment, se sont dit, on n'y arrive pas, quoi. On n'a pas cette souplesse, on n'a pas cette agilité, cet état d'esprit. On ne comprend pas bien le marché. On est très loin des besoins des nouveaux clients, et eux, ils l'ont. Voilà. Donc, il y a des boîtes, il y a des industriels qui ont ouvert véritablement un savoir-faire en ce qu'on a appelé l'open innovation, c'est-à-dire je m'ouvre aux autres, je regarde ce qu'on me propose, je le teste chez moi, et puis je suis pas quelqu'un qui va essayer de bouffer la boîte, bouffer la start-up, la tuer dans l'œuf, mais au contraire, je vais aider à la développer parce que derrière, je me sauve peut-être moi-même, quoi. Voilà. Alors après, pour ne pas être trop critique, oui, il y a eu l'open innovation, mais il y a eu quand même aussi les dérives de l'open innovation, c'est-à-dire on source des boîtes, on crée des directions de l'innovation, on met dans ces directions des gens qui viennent pas forcément du cœur métier en plus, avec quand même beaucoup de déception aussi, c'est-à-dire on source des startups, on teste leur techno, et puis finalement... soit on va les chercher trop jeunes, soit c'est trop tard, mais les budgets alloués à l'open innovation, en France en tout cas, sont restés quand même assez longtemps, assez faibles, à se limiter à des POC, et le passage à l'échelle de ces POC sont aussi un problème chez ces acteurs. Est-ce que toi, tu as, parmi ces industriels, vu des engagements un peu différents sur la capacité à OK, je teste une technologie, mais vraiment, je m'engage à la déployer. Parce que finalement, on n'a pas beaucoup d'exemples. Il y en a, mais il y a quand même aussi beaucoup de bruit autour de ça, et assez peu finalement, de moyens qui ont été mis à hauteur des enjeux. Oui, il y a plusieurs exemples, hein. Nous aujourd'hui, ça fait des années qu'on travaille bien avec le groupe Michelin, qu'on travaille avec le groupe SEB. Et en fait, ce sont des gens qui se sont dit... Et finalement, si j'innove pas, je vais me faire bouffer, quoi. Tout simplement, je vais me faire bouffer. Il y a une concurrence asiatique, il y a une concurrence américaine qui est extrêmement forte. Enfin, on vit vraiment dans des océans rouges, quoi, là, hein. Et l'idée, c'est de se dire comment rebasculer dans un océan bleu en apportant une innovation sur le marché où je suis le seul à pouvoir le faire. Et pour ça, je vais travailler avec des startups. Et il y a des exemples qui montrent que ça a fonctionné. Il y a des exemples, effectivement, qui sont inverses, où on teste. Alors, c'est un peu la problématique que nous, on peut avoir. C'est la start-up qui, finalement, est tout le temps en POC. Exactement. Alors, c'est tout le sens de ma question. Ouais, là, le POC gratuit, je suis content, j'ai 10 clients, etc. Non, tu n'as pas 10 clients, tu as 10 boîtes qui testent gratuitement ton produit, et puis tu ne sais même pas ce qu'ils en font, quoi. Donc, c'est là que notre rôle d'investisseur est d'être en accompagnement des entrepreneurs
La plupart du temps, nous, nos entrepreneurs, on a quelques serial entrepreneurs, mais il faut avoir en tête aussi que nous, on finance des gens qui sortent de la recherche publique et qui n'ont jamais entrepris. Donc c'est là que notre rôle à nous va être de les accompagner sur ce qu'on a pu voir. Après, on est des passeurs de plats finalement. On finance, on met de l'argent dans les entreprises, mais après derrière, notre accompagnement, c'est vraiment de créer de la relation. Voilà. Créer de la relation avec notre réseau. Et votre réseau, justement, il est partie prenante de votre fonds. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur la place que vous avez donnée finalement à ces acteurs, ces industriels, ces structures de transfert aussi technologique dans la structuration du fonds d'investissement? Donc c'est là on s'est dit, finalement, on travaille dans un écosystème, autant faire en sorte que le fonds lui-même soit un écosystème. Donc en 2020, on a rencontré plusieurs établissements d'enseignement et de recherche qui avaient déjà créé une petite structure d'investissement entre elles. Donc là, on retrouve les INSA, on retrouve les écoles centrales, on retrouve l'INPG à Grenoble, les universités de Bordeaux, l'université de Nantes, l'université de Clermont, l'université de Marseille, les arts et métiers. Voilà. Et ce sont des gens qui, à travers leur filiale de valorisation, se sont dit, nous aussi, on va pouvoir mettre un petit peu d'argent dans les entreprises qui sortent de chez nous. On va avoir une sélection très forte. On ne va pas se dire, on va faire chacun une boîte qui sort de chez nous, mais on va tous ensemble regarder qui sont les meilleurs et on va tous ensemble les financer et on va en même temps lui permettre d'avoir accès à un sourcing technologique absolument incroyable parce que quand on cumule le nombre de laboratoires et de chercheurs que représentent ces établissements, c'est vraiment de l'excellence scientifique et technologique. Ils sont venus nous voir et c'est là qu'on a rencontré celui qui est devenu notre associé, Nicolas Penet, qui était à l'époque le président d'INSA Valor et avec qui on a monté donc ce fonds qui s'appelle Pertinence Invest 2, qui repose sur 3 piliers. Donc le premier pilier, c'est les établissements eux-mêmes qui sont partenaires, c'est-à-dire qu'ils nous ouvrent un accès à leur laboratoire. Donc on a un sourcing exceptionnel, véritablement exceptionnel. Deuxième élément, et ça c'est très rare, ils ont investi dans le fonds aussi. Donc ils sont véritablement partie prenante en tant que LP. Ça c'est le premier pilier, donc sourcing. Deuxième pilier, les industriels. Donc le marché. Donc là, c'est vraiment de se dire, on travaille avec des grands industriels, mais aussi des PME, mais aussi des cabinets de conseil. Et c'est là que Dynergy nous a rejoints, en se disant, on va permettre à nos startups d'avoir accès à des gens qui vont les aider à trouver du financement, à des gens qui vont les aider à aller sur le marché, à des gens qui potentiellement derrière pourront les refinancer et potentiellement un jour aussi peut-être, pourquoi pas, les racheter dans une démarche où on connaît l'entreprise, on connaît le projet depuis le début et puis on aide à les développer. Et en même temps, ils nous aident beaucoup aussi à éviter plein d'erreurs. Parce qu'on a souvent rencontré des porteurs de projets, on en a parlé avec nos industriels en disant finalement, est-ce que ça, c'est quelque chose qui, un jour ou l'autre, pourrait vous intéresser ? On a eu des réponses absolument incroyables, quoi. On se dit, mais bien sûr, quoi. Mais non, ça ne peut pas les intéresser parce que... Alors, tu avais toujours une raison, mais parce qu'eux-mêmes avaient déjà testé. Et c'est très pratique, quoi. C'est très pragmatique. Ils nous disent, non, ça ne peut pas nous intéresser parce que... J'ai un exemple d'une IA, là, et l'industriel en question m'a répondu, mais moi, mes gars, ils n'ont pas le temps, quoi. Mes gars, ils sont sur les chantiers, ils bossent, ils ne vont pas aller regarder, ils ne vont pas aller tester ton produit, etc. Ils n'ont juste pas le temps. Et de toute façon, ça va leur servir à rien parce qu'ils ont cette expérience terrain. Bon, voilà, ça c'est des choses que tu ne peux pas savoir quand ce n'est pas ton secteur et que ce n'est pas ton métier. Et est-ce que ça a permis la présence de ces industriels
en tant que LP, tu pourras nous en citer si c'est pas confidentiel, mais de réduire cette marge qui était le problème initial, c'est-à-dire la marge de se dire comment on fait pour faire en sorte qu'à la fin, avant le refinancement, ils aient vraiment des vrais clients et à l'accélération de marché. Est-ce que c'est ça qui fait la singularité en fait aussi de votre accompagnement ? En tout cas, c'est une offre de valeur qu'on propose. Tous les porteurs de projets n'en veulent pas forcément, parce qu'on en a encore certains qui nous disent non, moi je préfère rester encore dans mon coin. Bon, très bien. Mais nous, l'offre de valeur qu'on propose, c'est véritablement cet accès à ce réseau. Voilà. Alors oui, on en a déjà cité des industriels qui nous ont accompagnés, mais on a donc le groupe Michelin, le groupe SEB, mais on a aussi des entreprises comme Baudin-Châteauneuf, Serfim, Bocard, le groupe FIV. Donc là, on parle d'industriels, plutôt des ETI, très ancrés sur leur marché, qui connaissent très bien leurs produits, mais qui cherchent aussi à innover, quoi. Voilà. Et qui se disent, finalement, peut-être qu'un jour ou l'autre, une start-up va venir disrupter mon marché, autant que je le sache à l'avance, et autant que j'intègre moi-même ces technologies. Quand on cite notamment Baudin-Châteauneuf ou Serfim ou Charrier, ce sont des entreprises du BTP. Le BTP est friand d'innovation. C'est vrai. Friand d'innovation. Tu as connu le groupe Bouygues. Tout à fait. Voilà. Avec qui on travaille beaucoup. Voilà. Et ce sont des gens qui cherchent en permanence de l'innovation. Et qui ont des vrais enjeux de terrain. C'est-à-dire qu'ils ont des vrais enjeux de delivery, de pouvoir tester à échelle ces innovations. C'est pour ça qu'ils investissent quand même beaucoup, notamment sur le test de solutions sur leur chantier, et qu'il y a des vrais enjeux de bien connaître en fait ces éléments de terrain, quoi. Ouais. C'est quand même un marché spécifique. Ils testent et ils jouent le jeu, ils testent en payant. Voilà. Tout à fait. Et ils donnent des retours aux startups. Et derrière, ils aident à déployer. Voilà. Donc ça, c'est véritablement essentiel. Donc ça, c'est le deuxième pilier sur lequel on se repose. Et le troisième pilier, c'est le pilier des investisseurs financiers dits traditionnels, mais qui ont aussi une logique quasi industrielle. On travaille beaucoup, nous, avec le groupe du Crédit Agricole, avec le groupe BPCE, avec BNP Paribas, qui sont par ailleurs eux-mêmes des industriels. Donc, ils peuvent avoir des besoins en termes d'innovation, même si nous, on ne fait pas beaucoup de fintech, mais il faut bien reconnaître quand même que le développement des fintech, c'est les banques en France. Elles en ont acheté beaucoup, elles ont beaucoup développé de l'innovation avec les startups, mais c'est aussi des gens qui accompagnent les entreprises dans les régions, et la présence dans les régions, ça fait partie de l'ADN de UI. Nous, on est 90, on est répartis sur une douzaine de bureaux. Dans ces régions, on va retrouver le Crédit Agricole, on va retrouver la Caisse d'épargne, la Banque Populaire, on va retrouver les agences entreprises de BNP. Et ces gens-là, ils sont là aussi pour développer des structures qui naissent, et qui grandissent, et qui se développent, et qui restent sur leur territoire. Avec un vrai engagement. Et là, juste pour qu'on précise, là, tu parles vraiment des structurations des effets de dette, en fait, puisque les banques sont quand même des parties intégrantes de la stratégie de financement de ces acteurs-là, notamment ceux qui vont devoir monter des usines, chercher certains types de compétences rares, financer la technologie de long terme. Et effectivement, on n'en parle pas beaucoup, mais dans les régions et à Paris aussi, l'engagement de certaines banques est quand même très fort, avec des équipes qui se sont vraiment structurées, en fait, pour apprendre à financer en tant que banque de l'innovation. Qui savent et qui savent le faire maintenant.
Moi, si on revient à l'époque e-source, on avait, je me rappelle une fois, on avait financé une boîte. Quand ils ont voulu ouvrir un compte en banque, le banquier nous a appelés pour qu'on soit caution. Ils ont dit, vous êtes actionnaire. Non, moi, j'ouvre pas un compte en banque à une start-up. Je sais pas ce que c'est. Donc, vous êtes l'actionnaire, vous allez, soyez caution, quoi. Bon. Donc, là encore, on a changé le monde, quoi. Maintenant, aujourd'hui, on a des agences start-up, on a des agences innovation, on a des gens qui savent ce que c'est, qui connaissent même souvent les projets avant même que nous-mêmes on les ait rencontrés, qui sont très présents sur le terrain et qui derrière savent construire une vraie offre de financement. Et ça a été un effet considérable dans le développement du fonds Pertinence Invest. C'est cet effet de levier. Voilà. Cet effet de levier non dilutif, ça c'est véritablement quelque chose qui est nouveau depuis 5-6 ans. Il ne faut pas oublier évidemment parmi les financeurs institutionnels BPI France, bien entendu, qui a mis en place toute une gamme de produits que vous connaissez parfaitement chez Dynergy, mais aussi de l'investissement direct, et qui, quand on cumule ce que peut apporter BPI, ce que peut apporter les aides, les subventions de l'Europe, les prêts que peuvent obtenir les startups, on a un effet de levier qui est absolument considérable. Sur le fonds Pertinence Invest, aujourd'hui, on a investi 30 millions d'euros dans une vingtaine de sociétés du portefeuille. Ces 30 millions d'euros sont devenus 300 millions. Donc là, on a ce qui est énorme. Là, c'est un x10. Voilà, c'est x10. Dedans, dans cet effet de levier, on va retrouver d'autres fonds d'amorçage qui participaient avec nous et puis des fonds de série A. Mais l'autre partie de financement en effet de levier, c'est du non dilutif. Et le non dilutif, c'est aujourd'hui quelque chose sur lequel il faut absolument que les entrepreneurs réfléchissent dans leur conception de leur plan de financement, parce que d'une part, ça leur permet d'être moins dilués, et d'autre part, ça permet véritablement de booster, d'accélérer leur projet. Parce qu'un autre élément nouveau qui est apparu début des années 2020, c'est le switch qu'on a fait sur de la deep tech qui est devenue de la deep tech industrielle. Voilà. Et autant il y a encore 10-15 ans, on disait les investisseurs n'investissent pas dans le hardware parce que ça marche pas, c'est long, c'est pas valorisé, etc. Autant, crise post-Covid, besoin de souveraineté, besoin de réindustrialiser, green tech, prise de conscience simplement des évolutions, la transition environnementale, une vraie volonté de la part d'entrepreneurs très orientés vers un développement durable qui respecte l'environnement et donc avec des idées fortes, quoi. Comment remplacer, comment faire du béton bas carbone, comment recycler le plastique, comment recycler le textile, comment recycler la fibre de carbone. Tout ça, c'est des sciences. Comment créer un voilier qui va chercher de l'énergie en haute mer. Tout ça, c'est de la science pure, mais c'est de la science pure qui est à la base et basée sur une vraie conviction. Voilà. Et ça, véritablement, ça c'est nouveau. Ça, c'est nouveau. Ça, c'est nouveau. Ça, c'est nouveau. Il n'y a pas que l'envie de faire une boîte rapide et puis de gagner de l'argent rapidement. On parie sur des gens qui ont envie de gagner de l'argent parce qu'au final, ça reste quand même notre métier aussi, mais avec une vraie volonté d'aider, je ne vais pas employer des grands mots, mais vraiment... De transformer le monde. Transformer le monde, ou en tout cas participer à cette transformation et se dire, je ne reste pas sur le bas-côté. Il y a une véritable évolution du monde et je veux en faire partie. Je veux véritablement en faire partie. Les gens, l'équipe de Materup, quand ils sont venus nous présenter leur projet de développer une usine qui fabrique du béton bas carbone, sachant que
le béton, c'est 8% des émissions de CO2 dans le monde, c'est quand même fou. Eux, ils réduisent de plus de la moitié l'impact CO2 de la création de béton, quoi. Donc ça c'est très fort. Et ils le portent, véritablement, c'est des gens qui portent cette envie. Mission. Voilà, qui portent cette mission. Ou Salim, chez Mob Energy, lui, il nous dit les batteries électriques, on va les recycler pour aider à alimenter en énergie des véhicules quand ils auront besoin de venir se plugger sur des recharges électriques. Ça, c'est fort parce qu'en fait, on recycle quelque chose qui partait avant à la poubelle. Et puis, c'est mauvais. Ou Mekaware, eux, ils ont développé une science qui permet de séparer les métaux de la black mass et donc de réutiliser ces métaux. Alors, quand ils sont venus nous parler de ça il y a 5-6 ans, on a dit, mais c'est quoi le besoin? Et aujourd'hui, on voit bien l'impact des terres rares, des métaux nécessaires à la création des batteries. C'est un vrai enjeu maintenant géopolitique. Voilà. Alors évidemment, nous, on kiffe, quoi. Voilà. Quand on nous présente des projets comme ça, bien sûr, au-delà de l'enjeu financier, forcément, on se dit, ouais, on va y aller, quoi. Voilà. Alors c'est là qu'il y a cette partie un peu instinctive aussi. D'intuition, finalement. D'intuition, voilà, de se dire, mais oui, la science, elle n'est pas mature, l'équipe, elle n'est pas complète, on ne sait pas trop si véritablement, un jour ou l'autre, il y a des gens qui vont acheter le produit, mais on le sent, quoi. Voilà, on le sent, c'est porté par les entrepreneurs, et ils nous disent, finalement, vous n'êtes pas si nombreux que ça à pouvoir financer mon entreprise à ce stade de développement. Donc, est-ce que vous y croyez ou est-ce que vous y croyez pas, quoi? Alors après, derrière, au-delà de l'intuition, de l'instinct, de l'envie de faire, on va apporter un peu de rationalité quand même. Donc c'est là qu'on va aller voir nos établissements partenaires en disant qu'est-ce que t'en penses de la science? Ça sort de chez toi, mais qu'est-ce qu'il faut faire encore? C'est quoi la roadmap techno des 4-5 prochaines années? On va aller voir nos industriels, on va aller voir nos établissements financiers et on va apporter un peu de structuration autour d'un projet et d'une perspective pour se dire, finalement, nous, qu'est-ce qu'on veut faire? Nous, effectivement, on veut amener une techno sur le marché. On considère qu'au moment où on intervient, tout le travail qui est fait en amont par nos établissements partenaires doit avoir permis en gros, dérisquer la technologie. Alors, on sait que le truc, ça va marcher à un moment donné. Et au moment du refinancement, avoir finalement les premiers clients. Voilà. Parce que Selim, que je connais, ce qui est intéressant dans leur parcours, lui, il sort pas d'un labo, si je me trompe pas. Et il sort de l'INSA, lui. Il sort de l'INSA, tout à fait. Ouais. Et ce que j'ai trouvé assez génial dans leur parcours, c'est qu'au départ, ils n'ont pas monétisé leur produit final. Ils ont monétisé la perspective d'intérêt, de la proposition de valeur de leur produit final en vendant des études de faisabilité. Et c'est hyper intéressant, son parcours à Selim, parce que déjà, il est assez orienté business, mais ce n'était pas forcément sa formation de base. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il a prévalidé son marché par l'intérêt de faisabilité de la mise en œuvre de sa techno chez des industriels. Et ça se retrouve pas beaucoup quand même. À mon sens, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que c'est quand même un vrai modèle économique et modèle de croissance que de se dire, c'est pas parce que c'est de la deep tech et qu'elle est pas prête qu'en fait on peut rien vendre au départ. Exactement. Et en plus, il n'a pas hésité, lui, à pivoter. C'est quand même, ça, c'est un élément fort. Parce qu'au départ, c'est un robot qui transporte des batteries. Et le robot se déplace dans le parking en disant on va éviter d'avoir des places de parking dédiées à la recharge. C'était hyper malin. Mais c'est complexe à mettre en œuvre. Tout à fait. Ouais. C'est là qu'on se rend compte de toute la difficulté, non pas
technologique, mais de l'apport de la technologie sur le marché. De l'usage. Voilà. Et c'est là qu'on se rend compte que finalement, un parking, il faut monter, il faut descendre. On peut pas mettre des batteries au 3e sous-sol parce qu'il y a les pompiers qui vont gueuler parce que s'il y a le feu, etc. Enfin, il se passe plein de choses. Et c'est là que nous aussi, on a un rôle de se dire, bon, finalement, c'est bien, on a testé une première approche marché. On se rend compte qu'elle va être peut-être plus compliquée que ce à quoi on pensait. Est-ce que tu as une autre idée, quoi ? Et là, les tests avec d'autres, avec le marché, voilà, nous fait dire, finalement, est-ce que le besoin, c'est pas finalement d'avoir une borne qui peut être fixe, mais qui elle-même puisse être facilement déplacée, posée, désinstallée, et c'est comme ça qu'il lance son nouveau produit Eco, et qu'il crée une usine, et que voilà, maintenant ça se développe. Et on espère que ça va faire une vraie scale-up, quoi. Et tout à l'heure, tu parlais du rôle du non-dilutif et notamment des financeurs publics, puisque c'est vrai que le plan France 2030, c'est quand même très positionné sur des enjeux industriels. Les régions s'emparent beaucoup du sujet, notamment l'Île-de-France, parce qu'il y a des vrais sujets de recréer de l'emploi, de recréer des usines, etc. Hier, on a quand même eu des annonces, il y a quelques jours, des annonces du gouvernement qui nous laissent entendre que ça va être plus compliqué qu'avant. Comment, en tant que fonds, sur des projets, je dirais, d'un peu plus de temps long, pour dérisquer des technologies qui pourtant sont nécessaires à la transition du pays, comment vous percevez le contexte politique et surtout économique aujourd'hui, puisque finalement, nous on le voit, les appels à projets sont un peu moins nombreux, les taux de succès sont plus bas, les banques sont plus frileuses. Bref, on entend qu'il y a moins de levée de fonds dans un moment où pourtant il faut qu'on soit dans la course européenne, française. Comment vous vivez ça en tant que fonds ? Comment tu perçois les choses ? Est-ce que tu te dis, en même temps, peut-être qu'avant, on a un peu balancé de l'argent à tout va et il y en avait peut-être un peu trop et on va se focus sur les vrais projets qu'il va falloir investir, ou est-ce que ça risque de créer quand même un vrai ralentissement pour l'émergence, mais surtout l'accélération de ces premiers projets ? C'est un monde de cycles. Alors après, c'est vrai que nous, on a un peu d'expérience dans le domaine, et c'est la force d'une équipe aussi, d'une équipe de gestion. Chez nous, on a des gens qui sont très jeunes, qui sortent de l'école, et puis on a des gens qui ont un peu plus d'expérience, puis il y en a qui ont des cheveux gris comme moi, et ça permet de se souvenir qu'on vit dans un monde qui tourne. C'est un écosystème. Un écosystème, c'est mouvant, voilà. Et la force de l'écosystème, c'est de savoir s'adapter aux évolutions, quoi. Et on l'a vu, j'ai commencé le métier en 2001, en juin 2001, au mois de septembre, les tours s'écroulaient, quoi. Après, derrière, on avait 2008, c'est le système financier qui s'écroulait du jour au lendemain. On a eu le Covid. Voilà. Il faut avoir ça en tête et il faut se dire, voilà, ça peut arriver. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a ? On a la guerre en Ukraine, on a les Américains, on a Trump, on a la guerre au Moyen-Orient. Donc on sent que tout se recrispe, quoi. On pensait qu'on était sorti un peu de ce monde bipolaire. Mais finalement, non, on y revient, mais c'est avec une multipolarité et qui est un peu complexe. Il faut l'intégrer, il faut l'avoir, il faut avoir la souplesse et l'agilité pour réagir à ces évolutions, mais qui sont aussi des évolutions, comme toute évolution, qui apportent des opportunités. Alors c'est sûr qu'il y en a qui vont aller au tapis. Et aujourd'hui, clairement, les tribunaux de commerce se remplissent de start-up qui viennent déposer le bilan. Et c'est la loi du genre. Peut-être qu'il y a un effet masse aussi lié au fait que ce sont des entreprises qui auraient peut-être dû déposer le bilan il y a 3-4 ans, qui n'étaient réellement pas viables.
Mais il y a 3-4 ans, avec le Covid, elles ont bénéficié des aides, des PGE, des subventions, etc. On a essayé de soutenir l'écosystème start-up. Est-ce qu'on n'a pas trop financé ? Alors, est-ce qu'on n'a pas mis un peu trop sous perf public trop de projets qui n'avaient pas forcément lieu d'être ? C'est quoi ton point de vue honnête là-dessus ? Oui, clairement, il y a un discours qui était de dire il faut soutenir les entreprises, elles passent un mauvais moment, elles subissent une crise, mais sans forcément aller regarder véritablement les fondamentaux de la boîte, quoi. Voilà. Et clairement, il y a des boîtes qui ont été financées, qui n'aurait pas dû l'être. Et si un fonds professionnel avait regardé, il ne l'aurait pas refinancé, quoi. Voilà, tout simplement. Donc finalement, on a aujourd'hui cet effet retard. C'est des boîtes qui n'ont pas réussi à pénétrer le marché et qui se cassent la figure. Et c'est la loi du genre. Il faut l'accepter. Nous, on fait du capital risque. Maintenant, est-ce que l'État, la puissance publique doit faire du capital risque ? Ça, c'est une vraie question. Voilà. On a un outil qui est aujourd'hui ce qu'est BPI France. C'est un très bel outil et ça aide à donner une impulsion à l'écosystème, c'est évident. Maintenant, est-ce que derrière, l'État doit continuer à chaque fois à financer, à subventionner les entreprises ? Moi, je pense on est en France. Voilà. En France, l'État est présent. L'État est présent partout. Ça, on sait, oui. L'État est présent partout et ça ne sert à rien de monter une boîte et puis de dire 6 mois après, oh là là, les charges, oh là là, l'administration, oh là là, la réglementation, gna gna, gna gna. Aux États-Unis, c'est pas comme ça, en Chine, c'est pas comme ça, nous, en France, ok, mais les gars, tu le savais, quoi. Voilà, tu as monté ta boîte en France. C'est pas une surprise. Donc, à côté de ça, tu as tout un écosystème, tu as des subventions, tu as des aides, tes employés, tu les payes moins cher parce qu'eux-mêmes, ils bénéficient de la sécurité sociale, ils ont l'école gratuite pour leurs enfants, etc. Donc, voilà, il y a un équilibre, il y a une balance à faire. Voilà. Donc, on est en France, donc l'État est présent, voire omniprésent. Là où il y a une vraie lacune, réellement, c'est sur la commande publique. La commande publique, elle devrait permettre de prendre le relais sur les subventions ou les financements. Et là où nous, on pense que l'État a véritablement un rôle à jouer, c'est faire du chiffre d'affaires à nos startups. Le meilleur argent que peut lever une startup, c'est du chiffre d'affaires. Voilà. Parce que le chiffre d'affaires, c'est la clé de tout, quoi. Derrière, ça permet d'augmenter les résultats, donc d'avoir des fonds propres, de se refinancer auprès des banques, et puis surtout de démontrer aux fonds de série A, de série B, que ça y est, elles ont craqué le marché, et elles peuvent se développer par elles-mêmes, quoi. Et pourquoi tu dis, parce que les annonces officielles, c'est on ouvre la commande publique, on crée des dispositifs plus agiles. Alors, il y a quand même certains segments de l'administration, notamment l'armée, qui s'est doté quand même d'outils un peu plus engagés dans la commande publique. Mais pourquoi tu dis qu'aujourd'hui, je sais pourquoi tu le dis, mais ça serait intéressant que tu l'expliques, la commande publique, elle n'est pas à hauteur des enjeux ? Qu'est-ce qui se passe, en fait, concrètement ? C'est long, le code des marchés publics est un frein, les startups ne sont pas éligibles, c'est limité. Le code des marchés publics, il est ce qu'il est. Encore une fois, on connaît la règle du jeu à l'avance. Il n'a pas évolué depuis 1989. Un peu quand même. Maintenant, tu as la possibilité de faire des appels d'offres, achats innovants, jusqu'à 100 000 euros. Et il y a pas mal de collectivités. Et là, c'est là que les régions prennent pas mal le relais. Voilà. Nous, on est vraiment des partenaires forts des régions, hein. On gère le fonds de la région Bretagne, le fonds de la région Auvergne-Rhône-Alpes, donc de développement des startups industrielles, Bourgogne-Franche-Comté, Centre-Val de Loire. On travaille beaucoup avec la région
Nouvelle-Aquitaine aussi. La région Pays de la Loire avec la métropole de Nantes, vient de monter la station S à Nantes. Enfin, voilà. L'innovation se crée en région et les régions aident beaucoup les startups à se développer. Maintenant, au niveau de l'État lui-même, aujourd'hui, il y a... Enfin, là, pour le coup, il faut véritablement faire un plan Marshall, quoi. Alors, je sais bien que... Non, mais je sais bien qu'il y a l'Europe qui a interdit de favoriser les achats nationaux, etc. Mais, OK, mais très bien. Mais à partir du moment où BPI a financé, les fonds eux-mêmes financés par BPI les régions ont financé, la région a financé, les banques françaises ont financé. Et au bout d'un moment, on se rend compte que l'État achète à une start-up américaine ou chinoise ou espagnole ou italienne sous couvert de la réglementation européenne. On se dit, qu'est-ce qu'ils font les autres, quoi? Les autres, ils font pas ça. Les autres, ils défendent leur industrie nationale. Nous, défendons notre industrie nationale. Ça sert à quoi? Ça sert à quoi de faire gagner 10% du prix d'achat à l'État si c'est pour aller acheter à une start-up étrangère, alors qu'on a dépensé peut-être parfois des millions pour amener la start-up française à l'État de pouvoir amener le produit sur le marché, quoi. Et si l'État n'aide pas par la commande publique à financer cette boîte, elle va se planter. Donc derrière, ça va nous coûter combien? Voilà. C'est cet environnement-là qui n'est pas suffisamment pris en compte. Et qui est impacté parce que là, les efforts budgétaires demandés sont principalement demandés aux acteurs de terrain, aux collectivités. Les prochaines années pour les startups et les acteurs comme nous du financement privé-public vont être quand même fortement impactés par les économies demandées par le gouvernement. Est-ce que tu penses que ça va faire un tri naturel, je dirais des projets incontournables, mais que quand même on risque d'en perdre du fait de collectivités qui vont plus pouvoir passer certaines commandes, qui ont plus forcément les moyens organisationnels même de le faire. Enfin, la région Île-de-France, ils sont quand même très impactés par les demandes de réduction et d'économie. Bien sûr. J'ai pas la réponse à toutes ces questions. Ah bon? Ah mince, j'aurais bien aimé que tu les aies, mais bon, écoute. Non, mais... je veux dire, on a des politiques, on les élit pour avoir un peu ce type de réflexion. Bon, ils ont un petit peu besoin de nous. Alors, on peut les aider. Voilà. Par exemple... tu vois, on entend le Premier ministre qui dit oui, il faut faire des réductions. Très bien, il présente son plan. Et il dit, mais on va quand même aider les startups et on va remettre 900 millions pour financer les startups. Pourquoi pas mettre 900 millions d'euros d'achat public? Voilà. Aujourd'hui, il y a de l'argent pour financer des startups. Il y en a dans les fonds. Oui, c'est vrai. Dans les fonds, on a levé de l'argent au cours des 4-5 dernières années. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué de lever des nouveaux fonds. Mais bon, quand on a une offre un peu innovante, on y arrive quand même. C'est plus compliqué. Mais quand on regarde le dry powder des fonds, il y a de l'argent à investir. Donc je ne sais pas si on a besoin encore de remettre 900 millions d'euros pour financer des startups. Oui. Voilà. Par contre, on a besoin de 900 millions d'euros pour répondre... Qu'elles fassent du chiffre d'affaires. À toutes les startups qui aujourd'hui existent, ont un produit, ont des équipes et sollicitent l'État pour qu'elle leur achète leurs produits. Pas pour amener de la subvention, pas pour amener encore de l'argent, etc. Pour acheter le produit. Voilà. Donc ça, pour moi, c'est 900 millions d'euros, ou 1 milliard, ou 2 milliards, ou 3 milliards. Il faut les consacrer à de l'achat auprès des startups par la puissance publique, quelle qu'elle soit. Finalement, que ce soit les régions, que ce soit l'État, que ce soit les ministères. Alors aujourd'hui, il y a une... Vous arrivez à faire du lobbying, un peu de l'influence là-dessus auprès
des politiques? On essaye de passer des messages. On a des associations, on a France Invest, on a France Deep Tech, qui avait un groupe de travail dédié. On est membre, qui a un groupe de travail dédié sur le sujet, qui a fait des propositions. Ces propositions, il faut les écouter parce que c'est très concret, quoi. C'est très pratico-pratique. Aujourd'hui, on a dans notre portefeuille des boîtes qui ont envoyé des propositions dans des ministères. Ces propositions, elles sont validées, acceptées par les opérationnels, mais il n'y a pas l'argent. Il n'y a pas l'argent. Donc on dit, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On attend. Alors on est quand même dans un contexte où il est compliqué de faire un budget en France. Donc quand on nous dit on attend que le budget soit voté, ça grippe tout le monde. On prie, quoi. On prie. Non, mais et en même temps, il y a une vraie prise de conscience aujourd'hui d'une évolution qu'il faut qu'on amène dans le capital risque, c'est la capacité des fonds à financer des industries de la défense. Voilà. Donc la BITD a besoin d'être financée et des entreprises dont les usages peuvent être dual. Civil et militaire. Voilà, civil et militaire. Pourquoi pas? C'est vrai que nous, jusqu'à présent, c'est un peu paradoxal, mais on avait l'interdiction, interdit dans les règlements des fonds, de financer la défense, de financer les munitions, les armes, etc. Tout ça, on peut comprendre. Mais même tout ce qui était dual, on se posait des questions. Alors, il y avait l'aspect réglementaire. Et l'aspect un peu éthique personnel. L'aspect éthique personnel. Et 3, l'aspect, finalement, est-ce que je pourrais revendre cette entreprise ou est-ce que l'État va m'empêcher de la revendre parce qu'il a un droit de veto sur la sortie hors de France des entreprises du domaine de la défense. Bon, et donc, du coup, les fonds n'y allaient pas. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure sur le hardware. Pendant un moment, les fonds n'allaient pas dans le hardware. Là, les fonds n'allaient pas dans les entreprises duales. Donc, aujourd'hui, on réfléchit avec le gouvernement, on réfléchit avec la DGA, à savoir comment est-ce que les fonds peuvent effectivement trouver un modèle économique à financer ce type d'industrie. Et on va avoir besoin de le faire. Et de toute façon, on voit bien qu'il y a énormément de startups que nous, on a financées, dont les produits servent aussi bien dans le civil que dans le militaire. Notamment toute l'industrie du drone. Aujourd'hui, le drone devient l'outil potentiellement principal. La quantique voilà. aussi, je ne sais pas si c'est déçu. La quantique aussi. Oui, la quantique. C'est un peu plus particulier. Ouais, là, c'est plus lointain, quoi. Mais demain, très clairement, on peut mettre... on a vu, au 14 juillet, on a vu des drones français défiler sur les Champs-Élysées. Sur les champs, de l'air, hexadrone, etc. C'est très bien. C'est très bien. Mais il ne faut pas juste faire un effet d'annonce, quoi. Derrière, il faut faire un chèque. Ouais. J'espère que le message est passé. Ça fait 1 heure qu'on échange. Déjà ? Ouais, t'as vu, ça passe vite. Hein. Ouais, c'est fou. On a fait la moitié, même pas un quart de ce qu'on avait dit qu'on ferait. Oh non, pas mal quand même. Ouais, quand même. Ouais, quand même pas mal. Si tu devais passer un message de fin aux gens qui veulent entreprendre demain, et notamment dans la deep tech, ceux qui vont s'intéresser au labo, qui vont découvrir ce monde, qu'est-ce que tu auras envie de leur dire aux chercheurs, mais aussi aux non-chercheurs, parce que on voit bien, d'ailleurs, tout à l'heure, je reçois le patron de PSL et il y a un vrai sujet de mélanger, en fait, les compétences des chercheurs avec des gens qui viennent plus du business, des gens qui ont des compétences historiques dans des industries. Donc des gens qui viennent des industriels, tout simplement. Qu'est-ce que tu as envie de passer à ceux qui ont envie de monter une structure demain dans la deep tech comme message, comme bonne pratique, comme attente, finalement, que toi, tu peux avoir quand tu reçois des dossiers chez toi? Nous, c'est très banal de dire ça, et tous les entrepreneurs l'ont entendu 1000 fois. 1000 fois, mais c'est vrai que
la clé du succès, c'est véritablement l'équipe, quoi. C'est les hommes et les femmes qui composent l'équipe. Il faut avoir conscience que être CEO, c'est un métier en soi. Voilà. C'est pas un titre, c'est pas un honneur, c'est pas quelque chose auquel on a droit. C'est un métier. Voilà. Il y a des gens qui sont CEO, il y a des gens qui ne le sont pas. Il y a des gens qui sont plombiers, il y a des gens qui ne sont pas plombiers. Voilà. Voilà. Et des fois, on dit à des gens, mais est-ce que tu pourrais être électricien? Oh non, j'y comprends rien. Et tu pourrais être CEO? Bah, pourquoi pas? Bah, non, pourquoi? Donc, c'est un métier en soi. Donc, il faut déjà se poser la question, est-ce que j'ai les compétences? Donc, il ne faut pas hésiter à demander autour de soi. Et puis, se dire, bah, si je n'ai pas la compétence pour être CEO, avec qui je vais m'associer? Voilà. Et si j'ai la compétence pour être CEO... Qu'est-ce qui me manque? Qu'est-ce qui me manque? Parce que je ne peux pas tout faire. Voilà. On voit bien... véritablement, monter une start-up aujourd'hui, c'est monter sur un canoë dans une mer déchaînée, quoi. Voilà. Et donc, si on n'est pas... Surtout dans la deep tech. Surtout dans la deep tech. C'est un peu la mer où tu vois pas l'île au bout. Ouais, c'est ça. Déjà, il y a la barrière, la première vague, la première barrière de vague, quoi, qu'il faut franchir. Déjà, est-ce que tu vas pas fracasser ton canoë, quoi. Donc, il va falloir pivoter, ramer dur, tous dans le même sens, etc. Donc, le rôle du CEO, là, c'est vraiment d'être le capitaine et de se dire, bon, bah, moi, de toute façon, je peux pas être à la manœuvre sur tout. Donc, qui il me manque, quoi. Et nous, aujourd'hui, quand on voit arriver des équipes, alors on le sait bien, hein, en start-up, amorçage, deep tech, forcément, l'équipe, elle n'est pas totalement complète. Mais la discussion qu'on va avoir, c'est une question qu'on pose souvent, c'est qu'est-ce qui vous manque, quoi. Qui vous manque-t-il? De quel type de compétences vous allez avoir besoin, et rapidement. Et nous, on va mettre comme condition à notre financement le fait que l'équipe soit complétée avant qu'on puisse intervenir. Parce qu'on se rend compte que après le financement, c'est pas le même type de collaborateurs qui viennent vous rejoindre. C'est pas des founders, quoi. Non. Voilà. C'est pas des gens qui ont la boîte chevillée au trick. C'est pas leur boîte. Voilà. C'est pas leur boîte. Voilà. C'est pas leur boîte. Même s'ils vont avoir des titres, directeur technique, directeur scientifique, directeur commercial, etc., au final, c'est quand même pas leur boîte, quoi. Et celui à qui la boîte appartient, bah, celui-là, on sait qu'il est aussi accroché que nous au développement de la boîte. Alors que les autres, bah, un jour, ils peuvent partir parce qu'ils ne se sentent pas bien, ils n'ont pas véritablement d'attache. Et on le voit beaucoup, je trouve, sur les... On va peut-être finir là-dessus, c'est un peu mon sujet, mais sur les directeurs commerciaux, souvent, ils sont un peu absents des équipes de founders du monde scientifique. Ouais, c'est rare. Hein. Et qui sont un peu... voilà, on les recrute après, voire même on les prend un peu jeunes, alors que c'est quand même... c'est quand même une des fonctions clés du développement. Et c'est les principales erreurs de recrutement. Ouais, bah c'est dur. C'est vraiment les principales erreurs de recrutement. Et c'est les erreurs qui coûtent le plus cher, parce que souvent, ce sont des profils qu'on paye cher au départ. Et on met longtemps avant de se rendre compte que l'investissement, il n'est pas bon. Donc là-dessus, vraiment avoir un founder de type business, bizdev, commercial, qui a véritablement la capacité de le faire, ça, c'est un vrai asset. Ça, c'est un vrai asset, parce que c'est vrai que prendre un chercheur, lui enlever sa blouse blanche, lui mettre un costume pour aller vendre, bah, c'est pas si évident que ça. Bah, ça arrive de temps en temps, mais ça arrive. Chacun son ADN. Voilà, chacun son ADN, quoi. Donc, le premier asset de toute start-up, c'est véritablement l'équipe et la symbiose entre les founders. Et on va dire 90% des cas d'échec, c'est l'équipe qui a explosé, quoi, principalement. Bah, merci Jean-Philippe. Et 90% des cas de réussite, c'est l'équipe qui a réussi de bout en bout. Merci à toi, Florence. Merci pour ce mot de la fin. Et merci d'avoir accepté cette invitation. Merci à toi. Voilà, on espère que les messages seront passés. Oui. Voilà. Merci. À bientôt.